Bonjour à toutes et à toutes. Alors déjà, je remercie la filière FI2R de continuer notre aventure là, toutes les trois. On est à la quatrième édition de ce webinaire entre vous, infirmiers, infirmières et autres professionnels de santé, ce qui est destiné au fur et à mesure, toujours dans la même chose, hein, à améliorer la prise en charge de nos patients atteints de rhumatisme inflammatoire ou de maladies inflammatoires au sens large du terme, parce que comme vous l'a dit Chloé, en fait, ces médicaments qu'on connaît particulièrement bien en rhumatologie, moi j'ai eu la chance d'arriver en même temps que ces biomédicaments, ça fait un quart de siècle qu'on les utilise et je le vois en pratique quotidienne, aussi bien chez l'enfant, chez l'adolescent que chez l'adulte, mais je laisserai parler Linda pour ce qui est de la pédiatrie. Alors pour ma part, je m'appelle Anne-Laure, je suis rhumatologue, je suis praticien hospitalier en rhumatologie et je m'occupe au quotidien de patients qui bénéficient de ces biomédicaments et de ces thérapies ciblées depuis de nombreuses années. Alors, diapo suivante, à l'heure où le gouvernement a lancé, il y a 2 ans, hein, je crois maintenant, une stratégie d'accélération de biothérapie et de bioproduction des thérapies innovantes dans notre pays, il me semble indispensable que nous, professionnels de santé, puissions partager nos savoirs avec nos patients afin qu'ils soient de mieux en mieux traités. Et on a une chance énorme en France, comme vous le savez, de pouvoir traiter l'immense majorité de nos malades. Et voilà que nous sommes passés d'une médecine, on va dire, de prêt-à-porter à une médecine sur mesure. En diapo. Un traitement pour tous, je vous l'ai dit, on a une chance énorme. On a une carte verte qui s'appelle la carte vitale, ce qui nous permet d'avoir des traitements, même parfois extrêmement coûteux pour chacun, mais ce qui implique effectivement une implication de tous. Alors, comme je vous l'ai dit, la révolution thérapeutique dans le monde inflammatoire de la rhumatologie date d'il y a un quart de siècle. Et depuis, nous avons vu arriver, nous les rhumatologues, un nombre impressionnant de traitements biologiques qui va soit toucher et bloquer des cytokines inflammatoires, les anti-IL1, les anti-IL17, les anti-IL12-23, les anti-IL23, les anti-L6 récepteurs ou encore bloquer parfois des cellules elles-mêmes, les anti-CD20 pour le lymphocyte B, les analogues du CTLA4. Et comme l'a dit Chloé, en dernier lieu, la dernière famille, c'est les inhibiteurs des Janus kinases. Alors, on a maintenant un- un panel extraordinaire. Alors, c'est bien plus difficile de traiter actuellement nos patients qu'au Moyen Âge de l'ère de la corticothérapie, mais avec un objectif de rémission de la maladie. On ne veut pas que nos patients aillent bien, on veut que nos patients aillent très bien et soient en rémission complète. Alors, le rêve de tout rhumatologue qui s'occupe de maladies inflammatoires, c'est d'avoir un traitement personnalisé. Un traitement personnalisé, parce que vous savez que la polyarthrite rhumatoïde ou la spondyloarthrite de Madame A, c'est pas la même que Madame B, en raison de caractères génétiques. Chloé a commencé à parler de caractères d'environnement, j'y reviendrai. Mais ça, c'est le rêve. Et la réalité actuelle en 2024, c'est effectivement un traitement de groupe pour une même famille de maladies inflammatoires avec une adaptation au cas par cas, autant qu'on puisse le faire. Donc, il est devenu dans ce cadre-là indispensable que les patients, comme tous les praticiens qui gravitent autour d'eux, les infirmiers, les infirmières, les médecins généralistes, les kinés, les pharmaciens d'officine, hospitalières, etc., connaissent les stratégies, connaissent la prise en charge thérapeutique, connaissent la gestion des comorbidités, la compréhension des résultats biologiques pour arriver à cette adhésion. Diapo. Effectivement, nous parlons depuis plusieurs années de médecine de précision, donc qui est une médecine personnalisée. Et vous savez qu'au centre, il y a donc ce rhumatisme inflammatoire. On peut prendre l'exemple de la polyarthrite rhumatoïde. Il y a des caractéristiques immunogénétiques propres à chaque patient. Mais on a tous les exposomes. Alors ça, c'est un champ qui me passionne. Et je reviendrai sur le tabac tout à l'heure, qui est quand même le facteur déclenchant, qui peut être le facteur déclenchant de cette maladie. Les conditions de vie, l'environnement psychosocial, hein, on en parle de plus en plus, et on parle même maintenant d'environnement digital avec les fameux digitasomes. Tout ça, ça va nous mener à des stratégies médicamenteuses et non médicamenteuses qui seront adaptées en fait aux caractéristiques de chaque individu. Vous imaginez bien que nos deux objectifs, c'est d'une part
améliorer l'efficacité et la tolérance de ce traitement et d'améliorer également la relation patient-médecin dans une relation de confiance. Vous savez que le patient, il est au centre de la stratégie avec l'éducation thérapeutique qui a lieu depuis de nombreuses années, et également améliorer la qualité de vie en fonction des desiderata de chacun. C'est pour ça qu'on est rassemblés aujourd'hui et que notre but, vu l'accroissement de ces molécules, on a besoin de biomarqueurs thérapeutique parce qu'on aimerait prédire la réponse au traitement avant toute exposition. Alors, je ne peux pas m'empêcher de dire que l'avenir de médecine de précision, ce serait une stratégie en fait de prévention personnalisée. Et c'est là où on a un rôle dans la santé publique et notamment sur le tabac. Et vous savez qu'il y a de plus en plus de données dans les rhumatismes inflammatoires chroniques sur le déclenchement, la moins bonne réponse au traitement quand les gens sont tabagiques actifs, la moins bonne, l'augmentation des douleurs, l'augmentation de la fatigue, etc., etc. Donc, ces exposomes sont également à prendre en compte. Et encore une fois, on ne va donc pas pouvoir traiter de la même façon la polyarthrite ou la spondyloarthrite de Madame A comme celle de Madame B. Diapo. Donc, là, je vous ai juste mis un exemple des traitements pour vous montrer un peu la frise chronologique de ce qu'il y a eu, de ce qu'a déjà développé Chloé préalablement. Et donc, il est plus compliqué maintenant, en 2024, de traiter nos patients par rapport à l'ère, à la préhistoire de la cortisone, des sels d'or, etc., où on n'avait pas grand-chose, ou à l'ère des médecins de Molière, où on faisait des lavements ou des saignées. Donc, vous voyez que dans les années 2000 sont apparus en bleu les anti-TNF-alpha. On a 5 molécules à notre disposition. Ensuite, en rouge, les anti-L12-23. Là, c'est dans les spondyloarthrites. En vert, ce sont les anti-L17, l'apparition récente euh, il y a quelques mois où ça a été une troisième molécule pour notre arsenal. Et en rose, donc les inhibiteurs de Janus kinase. Alors, vous allez me dire, avec tout ça, voilà, effectivement, les 9 classes, non, diapo, les 9 classes utilisées dans les rhumatismes inflammatoires chroniques. Les premiers sont les anti-TNF, on les connaît parfaitement bien, ça fait un quart de siècle qu'on les utilise. Donc je pense qu'il faut aussi se dire qu'on a une chance extraordinaire en France d'avoir toutes ces stratégies de traitement possibles. Et encore une fois, avec tout ça, on devrait réussir à mettre, si on fait une stratégie précoce, hein, si on tape fort, vite sur la maladie inflammatoire, et vous savez que dans la polyarthrite rhumatoïde, on parle même de pré-PR, ne faudrait-il pas taper plus tôt, avant l'apparition des signes inflammatoires. Et on est même maintenant en train de parler, si un jour on veut guérir nos patients, est-ce qu'il ne faudrait pas faire un reset dans notre système immunologique et venir avec des cellules qui ont été modifiées. Ça, c'est l'avenir, on l'espère un jour. En tout cas, on a quand même beaucoup de molécules à notre disposition, diapo, pour un nombre important d'indications. Donc, vous avez entendu parler là depuis maintenant 20 minutes des rhumatismes inflammatoires chroniques, la polyarthrite, toutes les spondyloarthrites au sens large, les arthrites juvéniles idiopathiques qui sont un amalgame de plusieurs rhumatismes inflammatoires, mais Linda vous en parlera. Tout ce qui est également maladies auto-immunes avec de nombreuses vascularites, des maladies auto-inflammatoires. Et dans le champ de la rhumatologie, il n'y a pas que les experts en inflammation qui utilisent des biologiques et des biomédicaments. Il y a également dans le champ métabolique et notamment les microcristaux avec de la goutte sévère, les pyrosulfates de calcium sévères et même dans les pathologies osseuses que sont les ostéopathies fragilisantes telles l'ostéoporose. Voilà nos indications. Alors, vous voyez que vous avez un rôle majeur, que vous soyez infirmière, kiné, pharmacien. Pour l'adhésion au traitement, je crois qu'il y a eu récemment une étude qui a été faite pour dire que ce qui marche le mieux, c'est le face-face et que les pharmaciens d'officine ont un rôle majeur. Parce que vous savez qu'avant, on utilisait l'information, hein, lors d'une consultation, l'information est descendante, c'est le praticien qui donne ses indications aux patients. L'ordonnance du verbe ordonner, ça c'était dans nos anciens avec nos anciens mandarins, ça a complètement changé. Maintenant, le patient est au centre de cette prise en charge et au centre de la décision thérapeutique avec tout le développement de l'éducation thérapeutique, tout ça pour mener à l'adhésion. Parce que vous imaginez qu'on peut aussi complètement se tromper de changement de thérapeutique si en fait
ce que fait le patient après lui avoir donné votre ordonnance n'est pas du tout réalisé. Vous allez changer de thérapeutique alors que le patient n'a pas pris le traitement avec les bonnes posologies, avec le bon rythme d'injection. Et grosso modo, on sait qu'il y a un patient sur deux qui n'est pas compliant au traitement. Alors ça, c'est aussi quelque chose qui me passionne. L'alliance thérapeutique, je pense qu'effectivement, il faut changer notre façon de faire avec les patients. Il ne faut pas être descendant, il ne faut pas être condescendant, il faut essayer de comprendre pourquoi un patient ne va pas adhérer au traitement avant de modifier toutes ces molécules. Et ce n'est pas parce qu'on a maintenant 9 classes qu'il faut faire n'importe quoi, parce que si le patient ne prend pas le traitement, bah, ça ne peut pas être efficace, évidemment. Et dans l'adhésion au traitement, il y a les facteurs liés au patient, avec les croyances, avec les peurs, les facteurs liés aux médicaments, avec les effets secondaires, les facteurs liés aux praticiens, avec peut-être une mauvaise explication, avec également des facteurs socio-économiques euh, et dépendants, bien entendu, de notre système de soins. Alors vous, professionnel de santé, vous devez, en tant qu'infirmier ou infirmière, voir pour la bonne administration, la surveillance de ces biomédicaments, bien entendu, l'information sur les comorbidités, sur les facteurs de risque de ces comorbidités. J'insiste beaucoup sur nos consultations pluridisciplinaires avec des cardiologues. Vous savez que l'inflammation au long cours, c'est pas bon pour le système cardiovasculaire, avec les dépistages avec les bonnes règles pour dépister les néoplasies. Et tout cela avec des développements des connaissances jusqu'aux pratiques avancées. Je suis ravie s'il y a des infirmières de pratiques avancées qui nous écoutent. Une diapo. Alors, il y a eu tout à l'heure une question concernant le suivi thérapeutique pharmacologique. Depuis de nombreuses années, en fait, nos collègues gastro-entérologues utilisaient déjà ce suivi thérapeutique parce que vous pouvez imaginer que ce suivi, il peut être fait soit de façon réactive, c'est-à-dire on dose la concentration sérique résiduelle du biomédicament avant l'injection, que ce soit par voie sous-cutanée ou par voie parentérale, ce qui permet de personnaliser la posologie. On n'aura pas toujours besoin de la même dose selon le patient. Et bien entendu, rechercher des anticorps anti-médicaments, soit en cas d'échec primaire, soit en cas d'échappement secondaire. Et c'est vrai que nous, les rhumatologues, on a mis plus de temps à se familiariser avec ce suivi thérapeutique, mais il est de plus en plus organisé dans les services de rhumatologie, bien sûr, avec même un suivi thérapeutique pharmacologique proactif pour une approche complémentaire chez nos patients qui sont en rémission pour ajuster l'intensité du traitement par biothérapie en fonction de paramètres pharmacocinétiques, pharmacodynamiques. Donc c'est passionnant. Vous avez compris que je suis absolument passionnée de ce domaine qui est tellement riche et qui, en plus, d'année en année, s'enrichit. Là, en revenant du congrès américain de rhumatologie il y a quelques jours, on voit encore apparaître d'autres façons de travailler et la médecine personnalisée va grandir au fur et à mesure des années à venir. Diapo. Alors, pour revenir à nos thérapies ciblées, on ne va pas faire un catalogue, parce que c'est horrible les catalogues. Vous allez tout trouver sur des fiches extrêmement bien faites dans le club de rhumatisme et inflammation sous l'égide de la Société française de rhumatologie. On sait qu'avant d'initier une thérapie ciblée, bien entendu, ça tombe sous le sens, on va rechercher systématiquement toutes les contre-indications et voir les précautions d'emploi. Alors, cette checklist, elle ne comprend pas le bilan d'activité ni le bilan de sévérité de la maladie. Celui-là, on l'aura fait au préalable pour justifier la mise en route d'un traitement tel un biomédicament ou une thérapie ciblée. Et en fait, en présence de l'un des signes d'une situation ou d'une pathologie particulière, on se référera aux fiches du CRI pratiques correspondantes qui sont mises en fait à jour de façon assez régulière. Diapo. Alors, pour vous donner un exemple, alors, bien entendu, toutes les contre-indications, Chloé vous en a parlé, on va toucher sur le système immuno. Vous savez que notre système immunologique, il est là pour nous défendre contre les agresseurs. Et donc, toute infection grave, tuberculose active, c'est une contre-indication pour toutes les thérapies ciblées. Et bien entendu, une hypersensibilité. Et puis après, dans l'une ou l'autre des familles, il y aura quand même des warnings pour l'insuffisance cardiaque sévère ou l'insuffisance hépatique sévère. Diapo. Alors, vous montrez comment ça se présente sur le CRI. Que faire avant d'initier telle ou telle classe? Là, vous voyez, avant d'initier un traitement par anti-TNF-alpha, celui qui est historiquement le plus ancien, c'est de rechercher.
un certain nombre de choses à l'interrogatoire, et je reviens sur les infections, hein, qui est quand même les choses à chercher de façon très fréquente. Et quand les patients viennent en hôpital de jour pour faire leurs injections, on demande bien dans la checklist par nos infirmières, est-ce qu'il y a eu une infection depuis la dernière perfusion? Diapo. Il y a bien entendu un examen clinique, ça tombe sous le sens, c'est notre cœur de métier, et des examens complémentaires systématiques en première intention. Et vous voyez qu'il y a des choses très simples, une prise de sang avec un hémogramme, une électrophorèse, un bilan hépatique, rénal, une radio de thorax, la recherche d'une tuberculose latente, des sérologies des hépatites du VIH, et l'application bien entendu des règles de bonne pratique de dépistage des facteurs de risque de néoplasie. Pour les vaccinations, alors Linda va vous en parler pour les enfants, mais dans les vaccinations pour les adultes, il s'agit bien entendu de mettre à jour toutes les vaccinations recommandées. Vous savez que le DT polio, c'est tous les 10 ans chez les patients qui sont sous immunomodulateurs ou traitements ciblés. Qu'il y a eu des nouveautés dans la vaccination anti-pneumococcique chez l'adulte. Maintenant, on a une vaccination antipneumococcique à 20 valences. Il y aura juste des changements en fonction qu'il y ait eu au préalable un vaccin à 13 valences ou à 23 valences. On pourra en discuter tout à l'heure. Voici quelques particularités dans le bilan préthérapeutique selon quelques classes. Vous voyez, dans les anti-L17, on va faire attention aux infections fongiques. Dans les anti-L6 récepteurs, on fera attention si les patients ont déjà eu des diverticulites. Dans l'initiation des JAK, on fera attention aux varicelles, aux zonas. Il y a également l'apparition d'un vaccin contre le zona, le Shingrix, à 2 injections à 2 mois d'intervalle. Et pour ces inhibiteurs de Janus kinase, il faudra bien entendu prendre en compte, et ça vous en avez entendu parler, ça va parler beaucoup, nos sociétés savantes, le risque cardiovasculaire élevé et des facteurs de risque cardiovasculaire mal contrôlés. Diapo. Voici la dernière mise à jour donc dans le CRI. Et là, vous trouvez des fiches exactement faites sous ce type, ce format. Que faire avant d'initier une classe? Comment suivre et optimiser le traitement d'un patient sous ce type de classe? Qu'est-ce qu'on fait en cas d'apparition? Qu'est-ce qu'on fait devant une vaccination, un voyage? Et je vais juste prendre quelques petites vignettes avant de laisser la parole à mon ami pédiatre. Diapo. La surveillance, j'ai oublié de vous parler de la surveillance. Alors pour le médecin, nous, évidemment, on va faire une surveillance clinique. Vous savez que dans les rhumatismes inflammatoires, ça fait de nombreuses années qu'on parle d'une surveillance rapprochée. Alors ça, c'est des vœux pieux. On est de moins en moins nombreux en tant que rhumatologues hospitaliers et libéraux. Donc vu la carence démographique, bah, malheureusement, nos consultations sont souvent plus lointaines que rapprochées, mais on a l'avantage d'avoir des infirmières en pratique avancée qui vont pouvoir nous aider. Évidemment, comme on a déjà dit, les 2 éléments évalués, c'est l'efficacité et la tolérance du traitement. Et on veut que nos patients, je répète, aillent bien et n'aillent pas juste mieux, avec un objectif très stringent qui est la rémission ou la très faible activité du rhumatisme inflammatoire. Alors pour vous, infirmière, il faut s'assurer bien sûr du bon déroulement des injections sous-cutanées. Il y a aussi l'apprentissage pour les auto-injections, rappeler les conseils, répondre aux questions, comme on a dit, sur les stratégies de traitement, orienter en cas d'alerte, en cas d'alarme, soit le généraliste, soit le spécialiste. Quand c'est à l'hôpital, il y a une checklist pour s'assurer de l'absence d'infection ou d'événements intercurrents depuis la dernière injection qui doit bien entendu être fait avec la surveillance, comme l'a dit Chloé, sur l'absence de signes d'allergie quand ça se passe en hôpital de jour. Diapo. Alors voici quelques petites vignettes, hein. Je ne serai pas longue pour ne pas vous donner trop d'infos parce que ça tue l'info. Alors, vous voyez, on a souvent ces questions. Est-ce qu'en cas d'intervention chirurgicale ou de soins dentaires lourds, il faut arrêter le traitement? Donc oui, il faudra arrêter le traitement ciblé avec, selon le cas, des traitements antibiotiques prophylactiques et reprise à cicatrisation complète. Donc vous voyez, ça va dépendre. Là, j'ai juste pris schématiquement là, les anti-TNF. Bah, si vous êtes sous Etanercept, vous allez reprendre 2 semaines après la dernière injection. Si vous êtes sous infliximab par voie intraveineuse, vous allez reprendre 9 semaines après la dernière injection. Tout est notifié. Diapo. En cas de voyage,
Si c'est possible, on fait le traitement avant le départ ou au retour, mais sinon, on peut tout à fait. J'ai la chance d'avoir beaucoup d'étudiants dans la patientèle qui partent en Erasmus, qui partent parfois pour quelques mois. Donc, il faut savoir faire des certificats médicaux, des ordos en français, en anglais, pour qu'ils puissent emmener leur traitement en cabine, bien entendu. Diapo. Pour la grossesse, vous savez qu'on a un centre de référence des agents tératogènes avec un site qui est extrêmement bien fait, hein, le CRAT. Et si je reprends juste quelques petits points sur la grossesse, on a une poursuite possible, hein, des anti-TNF pendant la grossesse. Les anti-TNF, comme je l'ai dit, ça fait un quart de siècle qu'on les utilise. Alors, ça va être toujours discuté au cas par cas, mais au troisième trimestre, on privilégie le certolizumab, qui a un très faible passage transplacentaire, ou l'étanercept, qui a une demi-vie extrêmement courte. L'utilisation est même possible pendant l'allaitement. Et tout ça, vous retrouvez, vous pouvez le lire et regarder ça avec vos patients afin qu'il y ait une relation de confiance qui s'instaure. Diapo. J'avais rajouté l'année dernière cette slide parce qu'en fait, on voit de plus en plus de patients, hein, tatoués et percés. On sait que 17% des Français de plus de 15 ans ont un ou des tatouages et 12% ou plus un ou des piercings. Et en fait, pour le tatouage, il faut le considérer comme une intervention de type de chirurgie à faible risque d'infectieux, donc avec effectivement un délai à reprendre. Et par contre, pour le piercing, c'est à considérer comme une intervention à risque infectieux élevé. Parce que quelle que soit la topographie, on sait qu'il y a une cicatrisation qui peut être en fait très très tardive, et notamment pour le piercing du nombril jusqu'à 9 mois. Donc, non recommandé chez les patients qui ont un risque infectieux élevé si vous avez une maladie qui n'est pas contrôlée. Ça se discute et ça s'explique, bien entendu, à nos patients. Diapo. Alors, on a encore quelques petites vignettes. Une patiente de 24 ans qui a une spondyloarthrite. Vous savez que ces spondyloarthrites peuvent être associées de façon assez fréquente aux maladies inflammatoires de l'intestin. Elle vous dit, bah, elle vient vous voir parce qu'elle n'ose pas faire ses injections elle-même. Elle vient vous voir à votre cabinet d'infirmière libérale. Elle dit, je ne veux pas arrêter mes injections d'adalimumab. J'ai entendu qu'il fallait faire ça juste pour me faire vacciner cet automne. Qu'est-ce que je dois faire? Alors, je ne sais pas si vous savez, Diapo, il n'est pas nécessaire, hein, de stopper les injections pour réaliser les vaccinations quand c'est des vaccins inactivés. Par contre, si le patient il est en combothérapie, vous connaissez plein de patients qui ont en même temps un traitement immunomodulateur conventionnel chimique par méthotrexate et un biologique. Et bien dans ce cas-là, on préfère arrêter temporairement le méthotrexate 2 semaines après vaccination antigrippale. On est en plein dedans là pour améliorer la réponse vaccinale. Diapo. On a des patients qui nous demandent, hein, voilà, Monsieur T, à 55 ans, qui a atteint de rhumatisme psoriasique et qui a lu sur un blog que les stylos, c'était mieux que les seringues. Ça leur met des doutes, des incertitudes, et c'est sûr qu'il faut, une fois de plus, connaître bien toutes ces thérapeutiques pour pouvoir répondre aux questions et les rassurer. Alors en fait, non, l'efficacité est tout à fait équivalente, c'est uniquement un choix de patient. On a tendance à dire que avec les seringues, c'est moins douloureux, bien que la majorité des biothérapies injectables soient de moins en moins douloureux vu l'amélioration qui a été faite ces dernières années. Diapo. Monsieur P qui doit réaliser un détartrage, ça c'est vraiment de la pratique quotidienne, hein. Le dentiste a peur, parfois le dentiste ne connaît pas bien toutes ces thérapeutiques. Est-ce qu'il faut qu'il arrête ses injections de golimumab, qui est un traitement anti-TNF-alpha? Donc non, quand on fait un détartrage, on n'a pas besoin d'arrêter ces traitements, mais on fait une antibioprophylaxie. Diapo. Madame M, qui est sous anti-IL-17, je terminerai par cette dernière vignette, qui a une endoscopie digestive avant sa prochaine injection. Elle ne sait pas s'il faut qu'elle annule son endoscopie, s'il faut qu'elle prévoie ça autrement. Donc ça, c'est aussi des questions qu'on entend fréquemment. Tout ça, c'est notifié dans les fiches du CRI, et non, et on n'arrête pas on ne fait pas de suspension de traitement pour les endoscopies digestives avec ou sans biopsie d'ailleurs. Donc voilà, j'en ai fini. Merci pour votre attention. J'en ai fini avec mon topo. Je vais laisser la parole à Linda et on pourra discuter d'un certain nombre de choses ensemble si vous le souhaitez.
Sachez que je pense qu'on a une chance, encore une fois, je le répète, on a une chance énorme dans notre pays d'avoir accès à toutes ces thérapeutiques. Il faut arrêter le bashing, il faut voir les côtés positifs. Malgré le climat difficile des derniers mois dans le monde entier, il faut voir les jolies choses et on a de la chance en rhumatologie inflammatoire d'avoir un arsenal thérapeutique extraordinaire avec des résultats qui peuvent être juste extraordinaires également. Donc, je vous encourage à bien connaître tout ça pour pouvoir bien répondre aux patients qu'on prend en charge conjointement. Merci.